Donc la justice et le droit. Et on va partir donc d'une expression, plus précisément d'une dénomination, celle des justes pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle est particulièrement intéressante sur notre sujet. Pourquoi? Parce que ceux qu'on a appelés les justes a posteriori, c'est-à-dire après la guerre, c'était finalement les citoyens français, les justes de France, qui avaient pendant la guerre encouru de nombreux risques, parfois risqué leur vie, voire l'ont perdu, pour résister au régime nazi, en tout cas à l'idéologie nazie à travers le régime de Vichy, et qui cachaient, aidaient les juifs, et donc à ce titre-là désobéissaient aux lois. Nous avons donc un paradoxe assez évident, qui est le fait que c'est en désobéissant aux lois, donc qui sont censés assurer la justice, que ces citoyens étaient nommés les justes. Ce qui veut bien dire qu'il y a deux sens du terme de justice qui sont en jeu ici. C'est ces deux sens qu'on va essayer de distinguer pour commencer. Donc, premier sens, le sens que l'on connaît le plus généralement, qui est celui de l'institution. La justice, c'est un ensemble institutionnel qui est dans une société chargé de faire appliquer le droit et de faire respecter les lois. Dans une société, l'institution de justice, elle est absolument primordiale pour assurer différents rôles. Le rôle que l'on connaît généralement, c'est plutôt le rôle punitif. On a cette image en tête de la justice qui condamne. C'est pas son seul rôle, il est important, mais c'est pas son seul rôle. En effet, il porte un jugement punitif, la justice porte un jugement, qui est d'ordre punitif, donc punition des criminels, des délits, etc. Mais pas seulement. En effet, quand y a un crime qui est commis, un délit qui est commis, la justice a aussi pour rôle de dédommager, de réparer les torts subis auprès des victimes. Donc pas seulement de condamner les coupables, mais aussi de dédommager les victimes. Et enfin, il y a un dernier rôle qu'on a tendance à oublier, mais qui est hyper important, et est le rôle distributif. En effet, quand la justice a aussi pour rôle de répartir équitablement les biens au sein d'une société. Et on va voir que cette notion d'égalité ou d'équité dans la répartition des biens, elle va être sujette à de multiples discussions parmi les philosophes et les penseurs en général. Cette institution de justice, elle aspire à une certaine objectivité. Je dis elle aspire parce que vous savez très bien qu'en matière humaine, une objectivité totale est impossible. Pour aspirer vers cette objectivité et cette impartialité, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre parti pour un côté plutôt que pour un autre, pour assurer cette impartialité, il faut qu'elle soit neutre. Donc la justice a choisi comme symbole, l'institution, une allégorie que vous connaissez très bien, qui est une femme qui est, je vous l'ai mise là, les yeux bandés, donc pour l'impartialité, d'accord, tenant d'une main une balance pour symbole de l'équilibre, et de l'autre une épée pour condamner en cas d'infraction. D'accord? Donc ça, c'est l'institution de justice, et on va voir que l'institution de justice, elle a de nombreux moyens, puisqu'elle a des lieux dédiés, des tribunaux, elle a des procédures administratives dédiées aussi, des métiers, des exercices de métiers particuliers, les magistrats, les avocats, etc., avec éventuellement un public qui peut convoquer des jurys citoyens. En tout cas, il y a tout un arsenal de personnes et de moyens disponibles pour l'institution de justice pour qu'elle remplisse sa fonction. Mais dans un autre sens, et c'est celui-là qui est en jeu peut-être dans la dénomination des justes pendant la guerre, dans un autre sens, la justice, c'est aussi une sorte de sentiment intérieur, une sorte de vertu morale qui pourrait nous inciter au respect des valeurs universelles qui garantissent le respect, la tolérance dans nos relations humaines. Alors, pour voir bien cette distinction entre les deux sens, je vous propose 3 exemples et vous me dites dans le chat à quel sens de la justice ça correspond, c'est-à-dire plutôt à l'institution avec l'ensemble de lois qui est à sa disposition, ou plutôt la vertu morale qui serait plus intérieure. Vous me dites à quel sens ça correspond. Donc première phrase, premier exemple, cet homme va être poursuivi en justice pour fraude fiscale. Quel est le sens du terme justice qui est en jeu dans cette phrase-ci ?
Donc, cet homme va être poursuivi en justice pour fraude fiscale. C'est quel sens donc du terme de justice qu'on vient de voir qui est en jeu ici? Institution, parfait, exactement. Donc c'est l'institution. Deuxième phrase, il serait plus juste que l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, soit plus élevé. Quel est le sens cette fois du terme juste? Donc il serait plus juste que l'ISF soit plus élevé. Cette fois, beaucoup plus du côté du sens moral. Alors, compliqué, pourquoi? Parce que l'ISF, le montant de l'ISF et la proportion de l'ISF est déterminée par la loi. Donc c'est bien, dans cette phrase, une sorte de confrontation entre un sens moral qui nous indiquerait que l'ISF n'est pas assez élevé et une loi qui existe et qui fixe un certain montant de l'ISF. Enfin, dernier exemple, et vous allez voir que c'est pas tout à fait le même que le précédent, il n'est pas juste que les femmes aient majoritairement apporté la charge mentale de la vie de famille. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que les ES connaissent bien cette notion de charge mentale. Vous savez que la charge mentale, c'est un concept sociologique qui a été inventé pour dénommer le fait que de plus en plus dans nos sociétés, les hommes accomplissent des tâches ménagères, par exemple à la maison, mais ont encore beaucoup de mal à être autonomes dans le fait de prendre conscience qu'il faille faire ces tâches. C'est-à-dire que les hommes vont être de plus en plus disposés à passer l'aspirateur, mais vont pas forcément avoir conscience du moment où il faut passer l'aspirateur. Ils vont être prêts à mettre la machine à laver, mais ils vont pas forcément savoir le faire. Et donc, c'est les femmes qui portent cette charge mentale de savoir comment faire, quand le faire et organiser la vie de famille. Donc, quel est le sens du terme justice dans la phrase? Il n'est pas juste que les femmes aient majoritairement apporté la charge mentale de la vie de famille. Et oui, à nouveau, c'est un sens moral, effectivement. Et c'est un peu différent en tout cas du cas précédent, puisque là, la loi ne peut pas avoir la mainmise sur cette question de la justice. Pourquoi? Parce qu'on ne pourrait pas légiférer sur la charge mentale. On ne pourrait pas dire désormais une loi oblige les citoyens à ce que la charge mentale soit répartie équitablement entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas possibilité de légiférer. Donc là, on est dans le sens moral un peu plus spécifique que dans le précédent où il y avait un conflit entre la morale et la loi. D'accord? Il y a évidemment, et heureusement, des fois, et la majorité des fois, où le sens moral s'accorde avec le sens institutionnel, puisque, en théorie du moins, c'est ce qu'on va voir par la suite, les lois ont pour but d'assurer la justice au sens moral du terme. D'accord? Donc j'espère que cette distinction elle est bien claire pour tout le monde, y compris avec les exemples. Donc, on va partir du paradoxe initial. Comment expliquer que le sentiment de justice puisse ne pas correspondre à l'institution de justice qui impose des lois? Alors, si le live marche pas, c'est qu'il y a des problèmes de connexion. Je sais que pour certains ça marche, donc je mettrai le replay, vous inquiétez pas. Je suis désolée pour ces problèmes de connexion dont je suis absolument pas maître. Donc voilà, excusez-moi. Alors, du coup, on repart de notre paradoxe entre le sentiment de justice et l'institution de justice qui passe par le biais de lois, d'accord? Et pour bien comprendre ce paradoxe, je vous propose une distinction qu'on va reprendre par la suite, qui est la distinction entre d'un côté le droit légal, donc fondé sur les lois, c'est ce qu'on appelle le droit positif, on va opposer en philosophie de politique le droit positif au droit naturel. Donc le droit positif en philosophie, ça veut dire le droit institué, contrairement au droit naturel, d'accord? Et on va opposer ce droit positif au droit moral qui, lui, est situé, alors j'ai mis au-dessus, c'est pas forcément au-dessus parce qu'il y a une connotation améliorative ici, c'est en deçà ou en dehors plutôt des lois positives, à côté des lois positives, et qui permet éventuellement, au nom d'un idéal moral, de dire si les lois elles-mêmes, si le droit légal qu'on vient de mentionner précédemment est juste ou pas. D'accord ?
Alors, je vois que pour certains, ça marche pas. Je suis vraiment navrée. Je suis en qualité minimale, moi, pour tourner. Donc je crois que je peux pas changer, à moins que vous ayez des idées. J'ai diminué la qualité, déjà. Ah oui. Vous pouvez essayer éventuellement de diminuer la qualité. Donc c'est Ahmad qui vous conseille ça et c'est apparemment efficace, dites-moi. Alors essayez, sinon je fais le replay. Écoutez, je poursuis un peu et puis je vous mettrai le replay ce soir, je suis vraiment désolée. Donc c'est un chapitre sur quoi? C'est un chapitre sur la justice et le droit, hein. La ponctualité là, c'est pas gagné, hein. Bon. Donc la justice et le droit, on vient juste de faire l'intro et donc on en arrive à la problématique, c'est de là où on va repartir maintenant. La problématique, on a un paradoxe initial, une apparente confrontation entre le sentiment de justice et l'institution de justice. Donc comme problématique, je vous proposais de poser, alors qu'il semble évident que ce qui est inscrit dans les lois, donc dans le droit positif, est juste, ne doit-on pas cependant reconnaître qu'il y a des cas dans lesquels certaines lois, peuvent, à partir de critères qu'on va essayer de déterminer, être jugées injustes. D'accord? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de ces lois injustes? Est-ce qu'il faut qu'on les rediscute au nom d'un idéal de justice ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on y obéisse aveuglement? C'est ce qu'on va discuter par la suite. Donc, 3 parties pour ce cours. Premièrement, le sens de l'institution de justice et la justesse de la justice comme institution, d'accord? Deuxièmement, on va critiquer l'institution de justice dans les travers qu'elle peut avoir. Et troisièmement, on va essayer de voir ce qu'on fait des lois injustes dans le cas où l'institution de justice a effectivement des défaillances dans les lois qu'elle instaure. Alors c'est effectivement, Zoé, le cours que j'ai mis sur Lycée Connecté. J'ai juste ajouté les exemples précédents pour vous entraîner, mais c'est exactement le cours que je vous ai mis sur Lycée Connecté et sur Pronote. Donc premièrement, la justice est absolument indispensable comme institution au bon fonctionnement d'une société. Elle assure son équilibre et son efficacité. Elle passe par l'application des lois. D'accord ? Premièrement, pourquoi est-ce que la justice existe? Parce que on peut repartir d'une opposition entre d'un côté la nature et le droit. Dans la nature, ce sont principalement les rapports de force qui règnent. Ces rapports de force instaurent entre les individus des inégalités très accentuées. Pourquoi? Parce que les forces varient d'un individu à un autre et on a vu que le problème de la force, c'était qu'elle était particulièrement instable et donc que même le plus fort n'avait aucune domination réelle sur les autres. Contre cette injustice naturelle, le droit permet de rectifier ce qui est inégal dans la nature. D'accord? Il y a donc une opposition entre les faits naturels d'un côté, ce qui est, d'accord, et le droit positif ou institué de l'autre, c'est-à-dire ce qui devrait être, ce qui doit être institué pour rectifier la nature. D'accord? On définit donc le droit comme un ensemble de lois qui prescrivent, et retenez bien le double aspect, des droits d'un côté, ce que il m'est permis de faire, et des devoirs de l'autre, ce que je dois faire. Chacun a des droits et des devoirs, et doit respecter les deux. D'accord? Donc un peu comme, vous pouvez retenir cette image, un peu comme un tuteur quand on fait, quand on plante un plant de tomate, par exemple, un peu comme un tuteur, le droit vient rectifier, d'accord? Littéralement en latin, directus, ça veut dire absence de courbure, vient rectifier, redresser le bois tordu de la nature qui instaure des inégalités. Alors, pour le cours, évidemment, la fiche, je vous l'ai envoyée aussi. Et elle est sur le site internet aussi. Donc, vous avez tout à disposition, ne vous inquiétez pas. Donc, les lois politiques ont donc pour but de compenser les inégalités naturelles pour traiter les citoyens dans la plus grande égalité possible.
Mais déjà, avec ce concept d'égalité, on peut se confronter à une première difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs sens de l'égalité. Aristote, dans les politiques, distingue deux sens principaux de l'égalité et vous allez voir que ça va donner naissance à deux formes de justice distinctes mais peut-être complémentaires. Premier sens de l'égalité qu'on appelle l'égalité arithmétique. Elle consiste à donner exactement la même chose à chacun. D'accord ? Donc, c'est le principe de la justice corrective, mais cette idée, c'est si vous devez couper un gâteau, pour donner des parts égales à chacun, vous faites des parts d'exactement la même taille pour chacun. C'est ce qu'on appelle donc la justice arithmétique. Mais il existe une autre forme de justice qui est tout aussi intéressante et peut-être tout aussi importante, sans aucun doute, c'est l'égalité géométrique. Elle est dite proportionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle va donner différemment et en fonction d'un critère donné. Donc par exemple, ça va être le besoin, le mérite ou l'efficacité de chacun. Donc c'est le principe de la justice distributive et par exemple cette égalité géométrique elle va être à l'aune de la question des impôts. Chaque citoyen en fonction de ce qu'il gagne va payer proportionnellement des impôts. Un principe de justice d'égalité arithmétique pour les impôts serait injuste au sens fort du terme. Si vous gagnez 10 000 € par mois et que vous gagnez le SMIC, payer le même impôt serait complètement injuste. Donc c'est une égalité géométrique qui s'applique. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux types d'égalité peuvent très bien se compenser. Par exemple, les allocations familiales, elles vont être proportionnelles à ce que vous gagnez. D'accord ? Par contre, les allocations étudiantes, elles vont être strictement égales pour chacun, indépendamment de ce que gagnent vos parents. Donc, dans une société, il va falloir jouer sur la complémentarité entre les deux. Je vous ai mis un exemple pour illustrer l'égalité de type géométrique. Regardez, sur la gauche, vous avez un modèle d'égalité stricte. Donc, ils ont exactement la même caisse en bois pour voir au-delà de la barricade, ce qui n'instaure pas une véritable justice. En revanche, regardez au niveau de l'image de droite, l'équité, donc l'égalité géométrique cette fois, permet que le plus petit voit le terrain et finalement que tous voient le terrain. D'accord ? Donc, il va falloir dans une société penser la complémentarité entre ces deux formes d'égalité. Deuxième point, la force de la justice et le pouvoir des lois. Donc, la justice permet par le biais de lois politiques qui ont été instaurées, d'accord, de limiter les inégalités et les rapports de violence qui existent dans la nature. Il y a bien cette fonction de rectification. La justice permet donc de rétablir des torts subis et de les condamner et ensuite de dédommager la personne qui a été victime. En ce sens, on pourrait reprendre une distinction que propose Hegel qui est assez éclairante sur ce sujet. C'est la distinction que fait Hegel entre d'un côté les faits et le droit, qu'il illustre à travers la distinction entre la vengeance d'un côté et la punition de l'autre. Pourquoi ? Parce que la vengeance, c'est ce qui se passe dans la nature, alors que vous allez voir que la punition, c'est ce qui est instauré par le biais de la justice institutionnelle. Dans la nature, lorsqu'un tort, une injustice est subie, ce qui va se passer, c'est que la personne qui a subi l'injustice va chercher à se venger. Le problème de la vengeance, dit Hegel, c'est qu'elle répond à une passion subjective un peu spontanée et généralement, cet acte de vengeance, il va soit être strictement proportionnel à ce qui était subi, soit surenchérir par rapport à ce qui a été subi. D'accord ? Au contraire, quand il y a une institution de justice, la punition, elle permet de façon la plus objective possible de compenser le tort qui a été subi, de condamner le coupable et de rétablir l'équilibre de façon impartiale, en tout cas la plus impartiale possible, et assez neutre. Hegel dit la différence centrale entre les deux, c'est que d'une part, la vengeance est toujours mise en mouvement par une passion subjective spontanée qui va nous inciter à un acte excessif, et de l'autre, la punition, elle, tend vers une certaine objectivité, mais la différence, elle va aussi se faire sur le fait que la vengeance, le problème de la vengeance, c'est qu'elle fonctionne en cycle.
qu'est-ce que ça veut dire qu'elle fonctionne en cycle, en tout cas qu'elle ne s'arrête pas comme ça, à votre avis? Qu'il y a ce qu'on appelle un effet boule de neige sur la vengeance. Pourquoi est-ce que donc la vengeance fonctionne avec un effet de boule de neige? Alors effectivement, si tout le monde se venge, on n'en finit pas. Et puis parce que voilà, exactement, elle se termine jamais et en plus, elle va à chaque fois surenchérir sur ce qui a été subi. Si vous suivez des séries de mafia à la Peaky Blinders, par exemple, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une attaque d'un clan par un autre, et puis l'autre clan va réattaquer pour surenchérir, et puis ainsi éternellement, et on se sort jamais de ce cycle de vengeance qui va prendre au piège. L'avantage de la punition, donc je vois que vous aviez tous les réponses, c'est parfait. L'avantage de la punition, c'est qu'elle est censée mettre fin à ce processus infini de vengeance. Regardez les mots de Hegel dans un texte qui s'appelle Propédeutique philosophique. Alors propédeutique en philosophie, ça veut dire une sorte de tremplin vers. Donc une propédeutique A, ça veut dire une étape centrale vers ou une porte ouverte vers la philosophie. Donc regardez les termes de Hegel. La vengeance se distingue de la punition en ce que l'une est réparation obtenue par un acte de la partie lésée, tandis que l'autre est l'œuvre d'un juge. Donc premier point de distinction qu'instaure Hegel entre vengeance et punition. Vengeance, c'est celui qui a subi qui répare ce qu'il a subi, alors que punition, c'est un tiers extérieur, l'œuvre d'un juge, qui est censé être neutre, qui intervient pour réparer le tort subi. Donc, l'avantage de la punition, on perd l'impulsivité et le côté passion subjective qu'il peut y avoir dans la vengeance. D'accord ? C'est pourquoi il faut que la réparation soit effectuée à titre de punition, car dans la vengeance, la passion joue son rôle et le droit se trouve ainsi troublé. De plus, la vengeance n'a pas la forme du droit, mais celle de l'arbitraire, car la partie lésée agit toujours par sentiment et selon un mobile subjectif. D'accord ? Donc il y a ce côté irrationnel de la passion, ce côté subjectif de l'emportement dans la violence qui va faire que la vengeance, elle va être dans l'excès, quoi qu'il arrive. Aussi, bien le droit qui prend la forme de la vengeance constituant à son tour une nouvelle offense n'est senti que comme conduite individuelle et provoque inexpiablement, ça veut dire inéluctablement, sans aucune sortie possible, à l'infini de nouvelles vengeances. Donc Hegel décrit bien ce processus infini qui est en jeu dans la vengeance. Donc l'avantage de la justice par rapport à cette vengeance, c'est de rétablir l'équilibre et de mettre fin à un processus qui serait infini de violence autrement. D'accord ? Donc ça, point important, retenez bien cette distinction très pratique chez Hegel entre vengeance et punition. Deuxième point, c'est un point qu'on a déjà évoqué et qu'on ne va pas redévelopper ici, c'est le fait que la force des lois réside dans le fait qu'elles sont générales. Elles sont donc protectrices par rapport au rapport naturel. D'accord ? Pourquoi ? Parce que dans la nature, il y a des actes de violence qui sont commis et cette violence, elle est toujours arbitraire. D'accord ? Par exemple, il y a quelqu'un qui me vole mes baskets, d'accord ? Je vais me retourner dans la rue, avoir l'impression que c'est cette personne-là qui a volé mes baskets, lui courir derrière, le taper, etc. Et puis en fait, côté arbitraire dans mon acte, je sais même pas si c'était lui, c'était peut-être pas lui, je vais peut-être le frapper bien au-delà de la gravité du vol de basket, etc. Donc voilà, il y a un arbitraire de l'action humaine par opposition à la loi qui, elle, est neutre. Donc généralité des lois, elles évitent les décisions arbitraires des hommes, elles évitent les privilèges d'un côté et les discriminations de l'autre. D'accord ? Donc, permet d'éviter l'arbitraire des hommes. Petite remarque, ces lois politiques, elles servent dans un pays de point de repère pour la population.
elles ont un côté fondamental, d'accord, dans la construction d'une mentalité collective. Et c'est assez intéressant de remarquer que les lois, à ce titre-là, elles sont toujours un petit peu en retard par rapport à la société. Par exemple, je vous ai mis l'exemple, mais c'est assez intéressant de l'avoir en tête, la loi qui interdit aux femmes de porter un pantalon, elle est restée en vigueur pendant très longtemps. Elle n'a été abrogée que très récemment. D'accord ? Donc les lois, parce qu'elles servent de cadre social collectif, elles ont tendance à être ancrées dans la société et il est difficile de faire changer une loi et il faut généralement une véritable lutte pour faire changer une loi. Je vous ai mis l'exemple de la loi sur l'avortement, mais c'est un exemple qui est assez marquant. D'accord ? Autre remarque par rapport à ça, les lois sont bien ancrées dans la société, d'accord ? Et une fois qu'elles sont instaurées, on pourrait imaginer qu'elles le sont définitivement. En réalité, il faut être très vigilant. Il est aussi possible qu'un droit acquis ne le soit pas définitivement et qu'une nouvelle loi revienne sur un droit qui avait été acquis. Mettons, une loi là pourrait très bien, c'est une pure fiction, hein, mais dans la continuité là de la situation sanitaire en France, on pourrait imaginer que on revienne sur la loi des 35 heures pour réinstaurer une loi de 40 heures de travail par semaine. Voilà. Et il faut donc être vigilant à l'égard des lois qui entérinent nos droits dans la société. Dernier point, hyper important, on a vu les avantages de la justice et des lois, mais il faut qu'on souligne quand même la difficulté pour déterminer les critères de justice. Pourquoi ? Parce que c'est une question qui obsède les penseurs depuis l'Antiquité et qui continue de fonder les débats aujourd'hui. Comment est-ce qu'on détermine ce qui est le plus juste pour une société donnée ? Au XXe siècle, on a un philosophe qui s'appelle John Rawls, qui écrit un énorme bouquin qui s'appelle La théorie de la justice, où il propose une solution qui a le mérite d'être intéressante et de pouvoir être discutée. Pour déterminer ce qui est le plus juste dans une société, et plus précisément les critères de justice qui permettent de faire vivre une société, John Rawls propose une fiction. Cette fiction, il l'appelle la position originelle qui place les individus sous ce qu'il appelle un voile d'ignorance. En quoi consiste cette fiction ? Elle consiste à dire, imaginez que pour déterminer les critères de justice, vous soyez placé sous un voile d'ignorance par rapport auquel vous ignorez votre future position dans la société. Donc, c'est une fiction, vous êtes placé avec un voile sur la tête, vous ne savez pas du tout quelle place vous allez occuper dans la société, donc dans quelle classe sociale vous allez naître, les richesses de départ que vous allez avoir, le physique que vous allez avoir, les capacités intellectuelles que vous allez avoir, le lieu géographique dans lequel vous allez naître, etc., etc. Donc, vous ne savez rien de votre condition future et Rawls dit c'est dans cette situation-là qu'on est le plus à même de déterminer de la façon la plus juste possible les critères de la justice. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas si on va pas naître dans un pays pauvre, dans une classe défavorisée, avec peu de capacités intellectuelles et un physique qui n'est pas valorisé en société, eh bien, si on s'imagine dans cette position-là, on va déterminer les critères de justice qui seront le plus à notre avantage. C'est un peu comme quand vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expérience, quand on veut faire couper à un enfant un gâteau de façon juste, on lui demande de couper le gâteau et ce sera lui qui se servira en dernier. Pourquoi ? Parce que s'il se sert en dernier, il va avoir tendance à faire les parts les plus égales possibles, en termes d'égalité arithmétique bien sûr, pour ne pas être délaissé, pour ne pas qu'il lui reste la part la plus petite. D'accord ? Donc là, c'est un peu ça, mais à plus grande échelle, on ne connaît rien de notre position future, donc on va être le plus neutre possible, le plus juste possible dans notre manière de déterminer les critères de justice. Et donc dans cette situation, il émerge deux critères de justice principaux.
selon Rawls. Donc d'un côté, le principe d'égalité et de liberté, et de l'autre, le principe de différence. Retenez bien ces deux critères. Premier principe, égalité et liberté. Ce qu'on juge le plus juste à partir du voile d'ignorance, c'est l'idée que chaque personne doit avoir un droit égal aux libertés les plus étendues possibles, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles d'autrui. Deuxième principe, principe de différence. Il faut que les inégalités qui existeront dans la future société, si elles existent, elles doivent être profitables à tous et au plus grand bénéfice de tous. À cela, Rawls ajoute l'idée qu'il faut que les positions dans la société qui va se construire à partir de cette position originelle, qu'on soit mobile dans nos positions sociales, c'est-à-dire que chacun, en fonction de son mérite, puisse gravir, changer en tout cas de position sociale. D'accord ? Ces deux critères semblent absolument convaincants, égalité, liberté d'un côté, différence de l'autre. Mais on va voir que c'est toujours pas vraiment satisfaisant, notamment sur un point qui est celui de la question du critère du mérite. On va voir que il est beaucoup plus difficile que ça de déterminer qui est méritant ou pas. Je vous donne un exemple. Si en classe, au lieu de noter le travail que vous effectuez, je note le mérite de chacun à fournir un travail, il va falloir que je prenne en considération énormément de facteurs. Par exemple, le travail fourni, les capacités intellectuelles de chacun, la vie de famille de chacun, qui va faire que certains vont être plus à même de travailler que d'autres, le fait que certains aient travaillé en groupe ou qu'ils soient isolés. En tout cas, le mérite de chacun va être très difficile à déterminer. Et c'est bien la critique que va faire un autre philosophe contemporain qui s'appelle Amartya Sen, qui est prix Nobel d'économie, et qui, dans l'idée de justice, va faire une critique de Rawls, de la théorie de la justice de Rawls, et notamment des deux critères qu'il a fixés. Pourquoi ? Parce que pour Amartya Sen, le problème, c'est que Rawls s'est complètement emballé sur le côté idéal de la fiction, de la position originelle, qui ferait que chacun arriverait à déterminer de la façon la plus juste possible les critères de justice. Pour Amartya Sen, il faut absolument repartir du réel. Et pour ça, il faut commencer non pas par chercher les critères de justice idéaux, mais par combattre ce qu'il appelle des injustices intolérables qui existent encore dans le monde aujourd'hui. Il y a énormément de phénomènes, notamment l'esclavage, qui existent encore aujourd'hui et qui doivent absolument être combattus. C'est de loin, pour Amartya Sen, une priorité en matière de justice. De plus, Amartya Sen critique le critère du mérite qui est vanté par Rawls comme étant la solution à l'instauration d'une société juste. Et pour critiquer ce critère du mérite, il donne un exemple que vous pouvez retenir parce qu'il est intéressant. Soit une flûte qu'il faut attribuer à un seul parmi 3 enfants. D'accord ? Sen développe un exemple dans lequel les 3 enfants qui vont demander la possession de cette flûte vont avoir un certain mérite à le faire. Le premier enfant, dit Sen, déclare mériter la flûte parce que ça fait des années qu'il apprend à en jouer et que lui seul saura en faire bon usage. On peut donc dire qu'il mérite l'obtention de cette flûte. Mais le deuxième arrive et dit que lui ne sait pas jouer de la flûte, mais par contre lui seul le mérite parce que lui n'a aucun autre jouet. Donc il lui faut bien un jouet, et donc il mérite cette flûte qui est là. Enfin, le troisième arrive et dit que lui aussi mérite la flûte parce que c'est lui-même qui l'a fabriquée. Et donc à ce titre-là, lui doit le posséder et pas les autres. Vous voyez bien que dans ce cas, cet exemple est assez explicite, les 3 ont un certain mérite à posséder la flûte, et donc il va être impossible de trancher sans léser une des parties. D'accord ? Et donc, pour Amartya Sen, l'institution de justice ne peut pas, de façon extérieure,
déterminer des lois qui fixent les critères de justice de façon définitive. Il va falloir, pour Amartya Sen, revaloriser à chaque situation compliquée la délibération publique pour prendre des décisions sur ce qui est le plus juste possible. D'accord ? En plus, Amartya Sen ajoute un concept que vous pouvez retenir qui est hyper intéressant, qui est l'idée que dans une société, un des éléments centraux de la justice, c'est la répartition des biens, mais il faut absolument penser que dans une société, étant donné les différences de type de vie entre les citoyens, chacun n'a pas la même capacité, c'est-à-dire capacité réelle à utiliser un bien qui lui sera attribué. Je donne un exemple. On pourrait imaginer qu'il serait juste d'attribuer une voiture électrique à chaque citoyen français. Mais si on ne prend pas en compte le fait qu'il y a certains citoyens qui n'auront pas les moyens de se payer le permis de conduire, ou qui vivent en ville parce que leur travail est en ville et qui n'auront pas les moyens de payer un parking, ou le fait qu'ils vivent à la campagne et qu'ils n'auront pas les moyens forcément de recharger leur voiture électrique fréquemment, si on ne prend pas en compte tous ces critères-là, on risque de distribuer de façon égalitaire un bien sans que ça ait une efficacité réelle. Et cette notion de capacité, elle est hyper intéressante. Si la question vous intéresse, vous pouvez par exemple réfléchir à la question de l'aide humanitaire qu'on peut apporter par exemple à certains pays africains. Parfois, on apporte une aide humanitaire à certains pays sans leur apporter toute l'éducation médicale, par exemple, qui va autour de cette aide. Et donc, du coup, on va leur apporter une quantité de médicaments folle, sans leur expliquer ou sans leur présenter les raisons pour lesquelles le médicament est efficace et les conditions dans lesquelles il sera efficace, et donc ils n'ont pas la capacité pour en faire bon usage. D'accord ? Donc, concept assez intéressant développé par Amartya Sen. D'accord ? Donc, bilan du grand 1, d'accord ? La justice comme institution permet quand même de rectifier des données naturelles qui sont inégalitaires et permet de rectifier des inégalités en instaurant un équilibre social. Le problème, c'est que l'institution de justice, elle est gérée par des hommes qui peuvent être corrompus. Donc, l'aspiration à l'impartialité et à l'objectivité de la justice, elle peut être compromise et donc, finalement, cacher des rapports de force sous la légitimité d'une institution, ce qui va être grandement problématique. Donc, deuxième point, on va critiquer l'institution de justice en tant que finalement, elle n'est qu'une apparence de justice et qu'elle cache tout des injustices réelles. Premier point, hyper intéressant, la justice comme institution est un lieu hyper théâtral. Pourquoi hyper théâtral ? Parce qu'elle joue beaucoup sur la représentation. Comme si les apparences avaient un rôle absolument central à jouer. D'accord ? D'abord, elle a un certain nombre de symboles et d'attributs. La balance, les yeux bandés, l'épée, etc. Et ensuite, autour de l'institution, il y a tout un jeu de représentation qui nous fait penser au théâtre. Je sais pas, je vous ai mis une image d'un tribunal, mais ça fait tout en fait penser à une scène sur laquelle il y a des acteurs, de l'autre côté un public, des parties qui interviennent, qui se passent la parole de façon très réglementée, et des vêtements très codifiés, des rôles attribués, etc., etc., comme s'il y avait une apparence de justice qui venait masquer quelque chose d'un peu louche. Je vous ai mis plusieurs exemples. Donc cette image d'un tribunal, autre image, le marteau du juge qui ne va pas s'en rappeler le coup de marteau au début d'un procès par exemple, et qui va pas s'en rappeler le coup de marteau au début d'une pièce de théâtre. Excusez-moi, je me perds. Et enfin les vêtements hyper codifiés
des membres de la justice, avec les avocats, les magistrats, avec leur manteau rouge et l'écharpe d'hermine, etc. Donc voilà, tout un réseau de symboles qui pourrait masquer des injustices réelles. Or, des cas de justice corrompue, on en connaît un certain nombre. Vous savez que en URSS, par exemple, il y avait une institution de justice qui était convoquée en permanence pour faire des procès qui s'éternisaient et qui masquaient des décisions complètement arbitraires et des condamnations sur des critères qui n'étaient absolument pas justes. Quelques exemples pour illustrer ça. Celui dont je vais vous parler ici, c'est sur un roman qui s'appelle Le procès de Kafka. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais dans ce roman, Kafka raconte l'histoire de Joseph K., qui est un citoyen tout à fait normal, qui se réveille un matin, on tape à sa porte et puis on vient lui dire qu'il est condamné. D'accord ? Et il ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas. Il suit ceux qui le condamnent, d'accord ? Et puis, il se fait prendre au piège dans un réseau de méandres, d'administration, de procès qui s'éternisent, duquel il ne va pas sortir, au point qu'il va finir lui-même, alors même qu'il n'avait rien fait au départ, par douter de sa propre culpabilité, tellement on lui a martelé dans l'institution de justice des messages, tellement les procès se sont éternisés, etc. Donc la justice comme institution peut être corrompue et ça ne va pas s'en poser de problème. Il existe tout à fait un film qui a été fait, je crois que c'est Orson Welles, qui est très très bien. Il a un peu vieilli, mais très bon film à regarder absolument. Deuxième point, pardon pour l'eau. Deuxième point, le rapport entre la justice et la force. On pourrait, en poussant le cynisme un peu plus loin, et l'idée que la justice comme institution est corrompue, on pourrait aller jusqu'à dire que finalement, la justice comme institution n'est instaurée que pour masquer des rapports de force qui sont en fait prédominants et entérinés. C'est la thèse que va défendre Blaise Pascal, et on va voir le texte de Pascal est absolument grandiose sur cette question-là. Pour Pascal, la justice comme institution, ce n'est qu'un masque qui a été instauré pour rendre légitimes des rapports de force qui sans cela, paraissaient injustes aux yeux des citoyens. Grâce à l'institution de justice, dit Pascal, il y a des injustices réelles qui sont entérinées et qui paraissent justes parce qu'elles sont passées par le biais de l'institution. D'accord ? En réalité, l'institution de justice, elle est dominée par les puissants qui utilisent l'institution pour encore plus dominer, voire asservir les plus faibles. L'institution de justice, dit Pascal, elle est d'autant plus perverse qu'en se donnant l'apparence d'une justice réelle, elle légitime les rapports de force. Ce qui fait qu'en fait, les citoyens ne peuvent plus protester contre une injustice puisque les décisions sont passées par le biais de l'institution. C'est un peu compliqué, mais j'espère que vous avez compris l'idée générale. On va lire le texte de Pascal. Il est compliqué, mais il est d'une richesse complètement folle. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve absolument grandiose. On le lit ensemble. Soyez attentifs. Le texte a l'air de tourner en rond. Et vous allez voir qu'en réalité, il défend une thèse qui est d'une finesse incroyable. Donc, Pascal, son ouvrage principal, Les Pensées, dans lequel il y a des pensées en vrac qui sont rassemblées, d'accord, sous la forme de petits fragments. Elles ont été, après coup, organisées en thématiques. En tout cas, il y a une pensée qui s'appelle « Justice, force ». Dans cette pensée, Pascal va penser le lien entre ces deux éléments. Soyez bien attentifs. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. Alors, d'un côté, il est conforme à la justice que
ce qui est juste soit suivi. De l'autre, il est nécessaire, c'est-à-dire on ne peut pas faire autrement, de suivre la force. Donc on a donc une alternative qui semble exclusive dans les deux propositions. La justice sans la force est impuissance. La force sans la justice est tyrannique. Alors, cette portion de phrase, elle est intéressante. La justice sans la force est impuissante. Pourquoi, à votre avis? Donc la première partie de la phrase, pourquoi la justice sans la force est impuissante? Exactement. Parce que pour faire... Vous avez tout à fait raison. Parce que pour faire appliquer les lois, effectivement, vous savez que la prise de conscience d'une obligation des citoyens à suivre la loi n'est pas forcément évidente. Et donc, il va falloir des moyens pour la faire appliquer. Ça va être dans certains cas, par exemple, le rôle de la police. Que va faire la police? Elle va sanctionner en cas d'infraction à la loi. Comme ça, la justice est instaurée. D'accord? Donc, effectivement, il faut savoir recourir à la force parfois pour faire appliquer les lois elles-mêmes. C'est une force qui est légitime, on n'a pas le choix, mais qui est tout à fait nécessaire. Effectivement, Ahmad cite l'exemple du confinement, mais c'est l'exemple absolument explicite. Malheureusement, tous les citoyens n'ont pas pris conscience de l'importance du confinement, donc il faut recourir à la sanction. Et vous savez qu'elle est forte, voire de plus en plus forte, pour condamner les citoyens qui sortiraient sans autorisation de sortie. Donc voilà, on est obligé de recourir à un acte de force, une contrainte financière, voire parfois physique, pour faire respecter la loi. Deuxième aspect, la force sans la justice est tyrannique. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé au préalable, qui est l'idée que si on exerce une force sans aucune justice, si on exerce juste une puissance ou une violence, dans ce cas-là, il y a une injustice réelle, il y a un côté tyrannique à notre action. On continue. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. Donc quand il n'y a pas ce qu'on vient de mentionner, à savoir l'usage de la force possible par la justice, il y a toujours des abus, parce qu'il y en a toujours qui ne respectent pas les lois. Donc il y a toujours des méchants, donc quand la justice n'est pas associée à la force, ou à la contrainte, ou à la menace de la sanction, il y a toujours des gens qui désobéissent. De l'autre côté, la force sans la justice est accusée. Pourquoi? Parce qu'une force qui s'exerce de façon tyrannique, finalement, en tout cas, elle finit par lasser, voire par exaspérer les citoyens qui finissent par se révolter contre ceux plus forts qui abusent. D'accord? Donc elle est accusée, et à juste titre. Vous voyez qu'au début du texte, on a une opposition, une exclusion mutuelle entre d'un côté la force et la justice. Et Pascal établit en même temps une complémentarité entre les deux. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. Donc, après le bilan de la première partie, Pascal établit qu'il faut jouer sur la complémentarité entre les deux notions, justice et force, et donc il y a deux solutions qui se présentent. Soit on donne de la force à la justice, soit on donne une apparence de justice à la force. Et donc on a cette alternative entre les deux aspects qui se présentent, d'accord? Quelle va être la solution proposée? Enfin, en tout cas, selon Pascal. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Donc pourquoi la justice est sujette à dispute? C'est ce qu'on a vu précédemment. Les critères de justice sont difficiles à déterminer, donc ils vont être sujets à discussion. Au contraire, la force, elle ne fait pas discuter, elle impose. Aussi, on a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit
qu'elle était injuste et a dit que c'est elle qui était juste. Donc comme la force est plus forte que la justice, elle a fait croire que c'est la justice comme institution qui était injuste. C'est donc le plus fort qui a dit, regardez, les décisions de la justice institutionnelle, elles sont pas justes. C'est moi qui dis la justice. Et comme la force est plus forte que la justice, et bien finalement, regardez la dernière phrase, c'est génial cette dernière phrase, et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La justice perd, la force gagne, et comme l'un ne va pas sans l'autre, eh ben c'est la force qui gagne en se donnant une apparence de justice. Du coup, effectivement, Lola, la force et la justice sont indissociables, et plus particulièrement, dit Pascal, c'est la force qui gagne sur la justice en se donnant une apparence de justice. D'accord ? Donc, retenez ce texte et peut-être essayez de retenir cette phrase finale. Ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste, parce qu'on a cette idée bien de la victoire de la force sur la justice, avec cette idée que la force, c'est octroyer l'apparence de justice pour se donner une certaine légitimité. D'accord ? Donc, le masque de justice, pour Pascal, permet au rapport de force d'être ancré dans la société. Je vous rappelle quand même que Pascal écrit au XVIIe siècle, siècle dans lequel les institutions de justice sont parfois des tribunaux complètement corrompus, dans lesquels il y a de faux procès, qui condamnent de façon complètement arbitraire et injustifiée certains citoyens. En tout cas, il y a des inégalités réelles, d'accord, derrière la justice. Cependant, on ne va pas tomber à chaque fois dans un cynisme qui nous condamnerait à rejeter toute institution de justice en tant qu'elle est possiblement corrompue. Pourquoi ? Parce que dans nos sociétés, même si elle a des défauts, l'institution de justice, elle fonctionne. Elle fonctionne bien et elle assure bien l'équilibre dans la société. Effectivement, aujourd'hui, on peut dire que, en tout cas en France, d'une certaine manière, et de façon la plus majoritaire même, la justice comme institution fonctionne. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de défaut. Et donc, ce qu'on va faire dans la troisième partie, c'est voir comment, en tant que citoyen, on peut s'assurer que l'institution de justice, elle soit pas corrompue, et comment on peut, en cas d'injustice commise par l'institution de justice, réagir pour condamner un tel acte. Donc, troisième point, c'est peut-être la référence au droit moral, donc on repart de la distinction initiale, qui peut nous permettre de juger si l'institution de justice, elle agit toujours au nom de la justice ou si elle a tendance à se corrompre. D'accord ? Et on va voir la question de savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là des lois injustes. Premier point, il faut qu'on souligne un défaut qui est nécessaire dans l'institution de justice. Alors là, c'est pas une preuve de la corruption, c'est juste un défaut des lois elles-mêmes. L'imperfection des lois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on a vu comme étant une force des lois, à savoir leur généralité, ça fait aussi leur faiblesse. Pourquoi ? Parce que les lois sont générales, elles s'appliquent à tous les citoyens et à toutes les situations de façon de la même façon, mais le problème c'est que du coup elles ne prennent pas en compte la singularité des cas particuliers dans lesquels elles doivent s'appliquer. Ce qui fait que il va falloir que pour que l'institution de justice soit vraiment juste, parfois elle pense l'application singulière de la loi au cas particulier à laquelle on est confronté. Exemple tout simple que vous pouvez retenir, c'est un exemple qui est proposé par le penseur saint Thomas, qui dit par exemple, les lois interdisent le vol. Heureusement, c'est pas une loi qui est injuste d'interdire le vol, mais si on se retrouve face par exemple à une maman qui vole parce qu'elle veut nourrir son enfant, est-ce qu'on peut pas contourner l'institution de justice pour ne pas la condamner, d'accord ? Donc,
exemple intéressant qui va faire que y a certains philosophes qui vont penser cette singularité de l'application de la loi au cas particulier. Saint Thomas va nommer la capacité à penser la loi dans le cas particulier l'équité. Regardez le texte de saint Thomas, plus précisément la phrase que je vous ai soulignée. L'équité est une vertu. Elle ne se détourne pas purement et simplement de ce qui est juste, mais de la justice déterminée par la loi. Donc il y a des cas où l'application de la loi, elle est injuste, et donc à ce titre-là, il va falloir compléter la justice institutionnelle par l'équité pour penser une modulation de l'application de la loi au cas particulier dans lequel on se trouve. Il ne s'agit donc pas de remettre complètement en cause l'institution de justice, mais bien à chaque fois de penser l'adaptation de la loi au cas particulier dans lequel on se trouve. J'espère que cette idée est claire pour tout le monde, elle est absolument centrale en philosophie. Ce que je vous ai mis dans la suite, c'est la référence à Aristote, parce que Aristote avait effectivement développé aussi cette idée d'équité et de capacité morale d'un individu à penser l'adaptation d'une loi à un cas particulier dans lequel on pourrait agir. Regardez les mots d'Aristote, la nature de l'équitable, c'est être un correctif de la loi, là où la loi a manqué de statuer à cause de sa généralité. D'accord ? Donc on a bien cette idée-là d'une adaptation au cas particulier. Cette capacité, Aristote la nomme vertu de prudence. Donc c'est une vertu de l'homme moral que de savoir être prudent et de savoir agir au bon moment et en fonction du cas singulier dans lequel il se trouve. Petite remarque, l'institution de justice française, par exemple, elle a la possibilité de moduler une loi en fonction du cas particulier dans lequel on se trouve. C'est ce qu'on appelle une mesure de jurisprudence. La jurisprudence, elle va consister à justement penser l'adaptation d'une loi à un cas particulier. Dernier point du cours. Alors, je vois une petite remarque d'Ahmad. Tout à fait. Les lois continuent à évoluer, sans cesse d'ailleurs, et heureusement parce que il n'y a aucune loi qui peut être instaurée de façon définitivement juste, et en fonction des évolutions de la société elle-même, il va pouvoir y avoir des modulations des lois elles-mêmes. D'accord ? Donc parfois, quand on voit dans l'application qu'une loi, elle correspond pas au cas particulier qui se présente, et ben au bout d'un certain nombre de cas particuliers accumulés, on va pouvoir moduler la loi, voire la changer. D'accord ? Il vous a mis un exemple de santé, vous pourrez le lire, c'est hyper intéressant. Dernier point, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des lois qui sont cette fois non pas adaptées au cas particulier, mais carrément injustes ? Il y a des fois où effectivement les lois, parce que soit elles sont trop vieilles, soit elles ont été décidées de façon arbitraire, sans convoquer le peuple, les lois elles sont injustes, d'accord ? Et certaines fois, pour exercer notre véritable vertu de justice, il faut savoir désobéir aux lois. Je vous ai mis un exemple, c'est l'exemple de certains super-héros. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, les super-héros de l'univers Marvel ou DC Comics, par exemple, ils doivent désobéir aux lois politiques en vigueur parce qu'ils les trouvent injustes ou inadaptées et agir dans l'illégalité pour instaurer plus de justice au sein de la société. L'exemple de Daredevil est absolument éclairant sur ce sujet-là. Peut-être vous connaissez le comics ou la série Daredevil, mais c'est un exemple qui pourrait être cité en dissertation parce qu'il est tout à fait, explicite sur cette question-là. Daredevil, c'est un super-héros qui a pour métier d'être avocat. Donc la journée, il est avocat, il est aveugle, et la journée, il défend les cas désespérés dans la justice institutionnelle. Mais la nuit, il endosse son costume de super-héros et avec toujours son bandage sur les yeux, pour qui ne va pas s'en rappeler évidemment l'allégorie de la justice, il va pallier les déficiences de la justice institutionnelle en agissant, d'accord, pour rétablir plus de justice au sein de la société.
D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils constatent qu'il y a effectivement des corruptions possibles dans la justice institutionnelle et des imperfections qui font qu'il faut absolument compenser les imperfections de la justice institutionnelle par une action juste au sens moral du terme. Donc c'est un exemple que vous pourriez citer. Il y a Batman aussi, tout à fait. Donc, référence possible, le concept développé par un penseur américain qui s'appelle Henry David Thoreau, son concept c'est celui de désobéissance civile. Il le développe à une occasion particulière, c'est au 19e siècle. Il habite dans l'État du Massachusetts et il décide de refuser de payer ses impôts parce que l'État du Massachusetts utilise l'argent des impôts pour ses pratiques d'esclavage. Et donc pendant 7 ans, il refuse de payer ses impôts pour cautionner un système qu'il juge fondamentalement injuste. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un acte de désobéissance, il désobéit à la loi pour adopter une attitude encore plus juste au sens moral du terme. D'accord? Donc, texte de Thoreau sur la désobéissance civile, il y a effectivement des cas dans lesquels le citoyen doit faire appel à sa conscience pour désobéir au législateur, d'accord? Sachant que, regardez la phrase finale, le respect de la loi vient après celui du droit, donc au sens de droit moral du terme. La seule obligation que j'ai le droit d'adopter, c'est d'agir à tout moment selon ce qui me paraît juste. Donc j'ai le droit de désobéir à la loi quand elle me paraît injuste, ou quand il me paraît plus juste d'y désobéir. Tout le problème étant de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce qui me paraît juste? D'où ça vient, cette impression de justice? Et donc, ça va être un critère très difficile à poser, ce sentiment de justice. Est-ce que ça vient de notre cœur, de l'intérieur, d'une conscience morale? Ça, c'est une question qui est encore débattue par les philosophes aujourd'hui. Autre référence possible, assez intéressante sur ce sujet-là, la référence à Hannah Arendt, donc une philosophe du XXe siècle, qui propose, pour distinguer différents cas de désobéissance à la loi, de distinguer la figure du désobéissant d'un côté et celle du délinquant de l'autre. Que dit Hannah Arendt? Le délinquant, il désobéit à la loi juste pour agir dans son intérêt particulier, alors que le désobéissant, il désobéit à la loi dans un but civique, c'est-à-dire dans un but collectif pour faire évoluer, au nom du droit lui-même, pour faire évoluer les lois elles-mêmes. Et donc elle développe cette distinction que vous pouvez retenir. On ne va pas lire le texte maintenant parce que on a déjà bien dépassé le temps. Quelques exemples pour terminer et on s'arrêtera là-dessus. Des exemples de désobéissance civile dans l'histoire, on en a un grand nombre, d'accord? Ça a été encore discuté aujourd'hui, assez récemment, par exemple, par le collectif Extinction Rebellion, qui avait décidé de désobéir aux lois au nom de, justement, de l'inaction des gouvernements sur la question environnementale et climatique. Je vous ai mis des exemples historiques plus connus. L'action de Gandhi, désobéissance civile au nom du droit d'abord des Noirs contre l'apartheid en Afrique du Sud, puis pour le droit des Indiens en Inde, pour l'indépendance de l'Inde par rapport à l'Angleterre. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez, en 1930, Gandhi proteste contre le paiement par les citoyens indiens de l'impôt sur le sel imposé par l'Angleterre, parce qu'il juge que c'est complètement injuste. Donc, exemple de désobéissance civile. Exemple aussi, évidemment, de Martin Luther King, qui appelle, vous vous souvenez, dans les années juste après l'acte de Rosa Parks en 1955, appelle au boycott des bus en Alabama, il me semble. Oui, c'est en Alabama. Pour que justement désobéir aux lois et pour faire évoluer. Vous savez à quel point justement ces actions de désobéissance-là, elles ont permis des avancées considérables au niveau du droit des citoyens et au niveau des lois elles-mêmes. Donc il y a bien un effet.
quelques vidéos que je vous conseille à ce sujet-là, notamment la vidéo de DataGull qui s'appelle Désobéissance civile, en 3 mots comme ça. Regardez-la, elle est hyper intéressante sur cette question-là. Je pourrais vous envoyer le lien, mais elle se trouve très très facilement. Et une autre vidéo par un juriste dont la chaîne YouTube s'appelle Lex Tutor, pardon, Doit-on désobéir, qui est très intéressante aussi sur ce sujet-là. Donc, pour conclure très rapidement, on a vu la force de la justice institutionnelle pour pallier et pour éviter les débordements des rapports de force qui existeraient sans cette institution, notamment dans la justice a une force, les lois aussi, mais cette institution est susceptible d'être corrompue. C'est ce qu'on a vu dans notre deuxième partie de la réflexion. Et donc, pour éviter, troisième partie de la réflexion, pour limiter les risques et éviter la corruption de l'institution de justice, il faut que les citoyens exercent leur esprit critique en pensant toujours une application des lois aux cas particuliers dans lesquels on se trouve et en participant à l'évolution des lois elles-mêmes, quitte à désobéir en cas d'injustice avérée d'une loi positive instaurée. D'accord ? Donc voilà, gros cours sur justice et droit. J'espère que c'était assez clair. Il y a des concepts un peu compliqués. Vous n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez.